Mon fils Marc a changé les serrures de ma propre maison pendant 4 mois et a tout vendu. Aujourd'hui, la police frappe à sa porte avec un huissier et moi, Étienne Rochefort, 79 ans, je tiens les nouvelles clés dans ma main. Il pensait m'avoir enterré vivant, mais il avait oublié un détail crucial dans l'acte de propriété. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé un mardi matin de septembre, quand je suis tombé de cette maudite échelle dans mon atelier. Rien de grave, juste une entorse à la cheville et quelques bleus sur les côtes. À 79 ans, on ne rebondit plus comme à 20 ans, c'est certain, mais j'étais loin d'être mourant. J'avais juste voulu réparer cette gouttière qui fuyait depuis des semaines. Cette maison, voyez-vous, je l'ai construite de mes propres mains en 1967. Chaque clou, chaque planche, chaque tuile posée avec amour pour ma femme Marguerite, que Dieu ait son âme. Marc, mon fils unique, est arrivé 1 heure après l'ambulance. 52 ans, agent immobilier à Versailles, toujours tiré à 4 épingles avec ses costumes sombres. Il avait cette expression que je connaissais bien depuis son enfance. Un mélange d'inquiétude feinte et d'exaspération mal dissimulée. « Papa, regardez-vous, vous ne pouvez plus rester seul ici. » « Mais enfin, Marc, c'est juste une cheville foulée. Dans 1 semaine, je serai sur pied. » Il a secoué la tête en soupirant, comme si j'étais un enfant têtu qui refuse de comprendre l'évidence. « Non, papa, cette fois c'est différent. Et si vous étiez resté coincé sous cette échelle, et si personne n'était venu ? Madame Petit d'à côté a plus de 80 ans, elle ne peut pas veiller sur vous. Madame Petit, ma voisine depuis 30 ans, m'avait effectivement trouvé étalé dans la cour. Brave femme, elle avait appelé les secours sans paniquer. Mais Marc avait raison sur un point. Nous vieillissions tous dans ce quartier de Conflans-Sainte-Honorine. Le médecin des urgences avait parlé de quelques jours de repos. Rien de plus. Mais Marc s'était entretenu avec lui en privé dans le couloir. Je les voyais gesticuler à travers la vitre de ma chambre. Quand ils sont revenus, l'attitude du docteur avait changé. « Monsieur Rochefort, votre fils a raison. À votre âge, une simple chute peut cacher des fragilités plus importantes. Je recommande une période de convalescence supervisée. » Supervisée ? J'ai toute ma tête, docteur. Je vis seul depuis que Marguerite nous a quittés il y a 5 ans, et je me débrouille très bien. Marc s'est approché de mon lit, a posé sa main sur la mienne avec cette douceur calculée qu'il affichait quand il voulait me convaincre de quelque chose. « Papa, juste quelques semaines. Le centre Les Tilleuls à Saint-Germain-en-Laye a une excellente réputation. Vous aurez de la kinésithérapie, des soins adaptés, de la compagnie. Et moi, ça me rassurera de savoir que vous êtes entre de bonnes mains. Les Tilleuls. J'en avais entendu parler. Un établissement privé réputé, effectivement, mais qui coûtait une fortune. Marc gagnait correctement sa vie, mais de là à dépenser 3 500 € par mois pour ma convalescence. Et qui va payer tout ça, fiston ? Ne vous inquiétez pas de l'argent, papa. Votre assurance complémentaire couvrira une partie, et pour le reste, on s'arrangera. Cette réponse évasive m'a mis mal à l'aise. Mais j'étais fatigué, sous antidouleur, et l'idée de ne pas avoir à me soucier des courses, de la cuisine et du ménage pendant quelques semaines me semblait finalement reposante. Marguerite s'occupait de tout ça avant. Depuis sa mort, je me débrouillais, mais c'était laborieux. D'accord, ai-je fini par accepter. Mais pas plus de 3 semaines. Je veux être de retour pour l'anniversaire d'Élodie en octobre. Élodie, ma petite fille de 28 ans, la fille de Marc et de cette pauvre Sophie, qui n'avait pas supporté le caractère de son mari et était partie quand Élodie avait 12 ans. Cette gamine était le rayon de soleil de ma vieillesse. Tous les dimanches, elle venait déjeuner à la maison, m'aidait à entretenir le jardin et écoutait mes histoires d'ancien temps avec une patience d'ange. Bien sûr, papa, vous serez rentré bien avant. C'est promis. Le surlendemain, l'ambulance est venue me chercher. Marc avait préparé une valise avec mes affaires, quelques vêtements, mes médicaments pour l'hypertension, mon livre de mots croisés. Il avait même pensé à prendre la photo de Marguerite que je gardais sur ma table de nuit.
J'ai mis les clés de la maison dans le tiroir de votre commode, papa, au cas où j'aurais besoin de passer vérifier que tout va bien. Tu as les tiennes, non? Oui, mais on ne sait jamais. Par sécurité. En montant dans l'ambulance, j'ai regardé une dernière fois ma maison. Ma belle maison de briques rouges avec ses volets verts que je repeignais moi-même tous les 3 ans. Le lierre grimpait le long de la façade ouest. Les rosiers de marguerite commençaient à prendre leur couleur d'automne. Tout était parfait, paisible. Jamais je n'aurais imaginé que ce serait la dernière fois que je verrais mon foyer dans cet état. Le centre Les Tilleuls était effectivement magnifique. Un grand parc, des chambres individuelles avec salle de bain, un personnel attentionné. Ma kinésithérapeute Sandrine, une jeune femme énergique d'une 30aine d'années, m'avait rapidement remis sur pied. Au bout d'1 semaine, je marchais normalement. Au bout de 2, je me sentais en pleine forme. Monsieur Rochefort, vous récupérez remarquablement bien pour votre âge, m'a dit le docteur Moreau lors de sa visite hebdomadaire. Encore quelques séances et vous pourrez rentrer chez vous. C'était exactement ce que j'avais envie d'entendre. Ma maison me manquait terriblement. Mon atelier avec tous mes outils de menuiserie, mon fauteuil en cuir face à la cheminée, ma cuisine où je préparais mon café du matin en regardant les oiseaux dans le jardin. J'ai appelé Marc le soir même. Excellente nouvelle, fiston. Le docteur dit que je peux rentrer la semaine prochaine. Il y a eu un silence au bout du fil, puis cette voix que je ne lui connaissais pas, légèrement tendue. Déjà, vous êtes sûr que c'est prudent, papa? Prudent? Marc, je me porte comme un charme. Sandrine dit que je suis son patient le plus en forme. Oui, mais... Écoutez, papa, j'ai eu une longue discussion avec le docteur Moreau. Il pense qu'un séjour plus long vous ferait le plus grand bien. Vous savez, ce n'est pas seulement votre cheville. À votre âge, il faut penser à la prévention. Quelle prévention? Je ne suis pas malade, Marc. Papa, s'il vous plaît, faites-moi confiance sur ce coup-là. Quelques semaines de plus ne vous feront pas de mal. Et puis, l'automne arrive, il va faire froid et humide. Vous serez mieux ici qu'à Londres dans cette grande maison. Je commençais à sentir poindre cette irritation familière que Marc provoquait en moi depuis l'enfance. Cette façon qu'il avait de toujours savoir mieux que tout le monde, de décider pour les autres. Marc, j'ai 79 ans, pas 9 ans. Je suis parfaitement capable de décider si j'ai froid ou non dans ma propre maison. Papa, ne le prenez pas mal. Je me fais juste du souci pour vous. Cette conversation m'a laissé un goût amer. Mais j'ai décidé de ne pas m'énerver. Après tout, il était normal qu'un fils s'inquiète pour son père vieillissant. Je lui donnerai encore 1 semaine, puis je rentrerai, avec ou sans son accord. C'est à ce moment-là qu'Élodie a commencé à me manquer de façon lancinante. Tous les dimanches depuis 5 ans, elle venait déjeuner. On préparait le rôti ensemble, elle me racontait ses petites histoires de jeune infirmière à l'hôpital de Poissy. Ces moments-là valaient de l'or. Je lui avais promis de lui apprendre à fabriquer une étagère en chêne massif pour son appartement. J'ai voulu l'appeler, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas son numéro par cœur. Il était enregistré dans le vieux téléphone fixe de la maison. J'ai donc appelé Marc pour le lui demander. Le numéro d'Élodie? Pourquoi faire, papa? Comment ça, pourquoi faire? Pour parler à ma petite fille, voyons. Papa, Élodie traverse une période difficile en ce moment. Des problèmes sentimentaux, vous savez ce que c'est. Elle a besoin de calme. Je pense qu'il vaut mieux la laisser tranquille pour l'instant. Cette réponse m'a profondément troublé. Élodie m'avait toujours tout raconté. Si elle avait des problèmes, pourquoi ne m'en avait-elle pas parlé lors de son dernier passage? Et pourquoi Marc se permettait-il de filtrer mes relations avec ma propre petite fille? Donne-moi son numéro, Marc. Papa, donne-moi son numéro, tout de suite. Il a fini par céder, mais à contre-cœur. J'ai noté le numéro sur un bout de papier et j'ai raccroché sans dire au revoir. Quelque chose ne tournait pas rond. J'ai essayé d'appeler Élodie dans la soirée, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. J'ai laissé un message affectueux, lui demandant de me rappeler quand elle pourrait. Elle ne l'a jamais fait. Le lendemain, j'ai réessayé. Même chose, le surlendemain aussi.
Au bout d'une semaine, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Ce n'était pas dans le caractère d'Élodie de ne pas donner de nouvelles. C'est là que Sandrine, ma kinésithérapeute, a remarqué mon état d'esprit. « Monsieur Rochefort, vous avez l'air soucieux ces derniers temps. Quelque chose ne va pas. » Sandrine était une fille bien, directe et honnête. Je lui ai raconté mes préoccupations concernant Élodie et mes interrogations sur l'attitude de Marc. « Vous savez, m'a-t-elle dit après avoir écouté en 30 ans de métier, j'ai vu beaucoup de situations familiales compliquées. Parfois, les enfants adultes prennent des décisions pour leurs parents avec les meilleures intentions du monde, mais sans vraiment les consulter. Que voulez-vous dire ? Je dis juste qu'il arrive que les familles se mettent d'accord sur ce qui est le mieux pour la personne âgée, sans forcément lui demander son avis. Votre fils a peut-être organisé les choses d'une façon qui vous échappe. » Cette conversation a allumé une petite flamme de méfiance dans mon esprit. Qu'est-ce que Marc avait pu raconter à Élodie? Pourquoi elle ne me rappelait pas? Et pourquoi insistait-il tant pour prolonger mon séjour? J'ai décidé de prendre les choses en main. Le lendemain matin, j'ai dit au docteur Moreau que je souhaitais rentrer chez moi dans la semaine. Point final. « Monsieur Rochefort, votre fils m'a fait part de ses inquiétudes concernant votre retour. Il pense que... » Docteur, avec tout le respect que je vous dois, mon fils n'a pas à décider à ma place. Je vous paie pour des soins médicaux, pas pour de la garde d'enfants. Le docteur a souri. Vous avez raison. Médicalement parlant, rien ne s'oppose à votre sortie. Je vais prévenir votre fils. Cette nuit-là, Marc a débarqué au centre dans un état de nervosité que je ne lui avais jamais vu. Il était près de 21 heures, bien après l'heure des visites, mais le personnel l'avait laissé entrer. « Papa, il faut qu'on parle. » Il s'est assis lourdement sur la chaise à côté de mon lit. Dans la lumière de la lampe de chevet, j'ai remarqué qu'il avait maigri. Des cernes sous les yeux, les traits tirés. « Tu as l'air fatigué, fiston. Papa, les choses ont évolué pendant votre absence. » « Quelles choses ? » ?»« Des choses avec la maison. Des problèmes que vous ne soupçonnez pas. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel problème ? Il s'est passé quelque chose ? Pas exactement. Mais papa, cette maison est trop grande pour vous. Trop d'entretien, trop de charges. Vous vous épuisez à la maintenir en état. Marc, cette maison c'est ma vie. J'y ai vécu 43 ans avec ta mère. J'y ai élevé mes enfants. Chaque pièce contient nos souvenirs. Je sais, papa, je sais. Mais soyez réaliste. Vous avez 79 ans. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que vous tomberez? Et la fois d'après? Je ferai plus attention. Papa, j'ai trouvé une solution. Un appartement dans une résidence pour seniors à Saint-Germain. Proche d'ici, avec assistance médicale, jardin commun, activités. Vous y seriez bien mieux. J'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Une colère froide, profonde. Marc, regarde-moi bien. Je ne quitterai jamais cette maison. Tu m'entends? Jamais. Papa, soyez raisonnable. Il n'y a rien à négocier. Je rentre chez moi demain et on n'en parle plus. Marc est resté silencieux un long moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a glacé. Papa, peut-être que vous ne vous rendez pas compte à quel point votre état s'est dégradé ces derniers mois. Mon état? Quel état? Votre mémoire, papa. Vos oublis. Élodie s'en est rendu compte la dernière fois qu'elle est venue vous voir. Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a dit que vous lui posiez 3 fois la même question pendant le repas. Que vous aviez oublié le prénom de son petit ami. Que vous cherchiez vos clés pendant une demi-heure alors qu'elles étaient dans votre main. Mensonge. Mensonge éhonté. Je me souvenais parfaitement du dernier déjeuner avec Élodie. Elle m'avait parlé de Julien, son petit ami kinésithérapeute. On avait ri parce qu'il avait le même métier que Sandrine. Mes clés, je les rangeais toujours au même endroit, sur le crochet près de la porte d'entrée. Tu mens, Marc. Papa, ça me fait mal de vous dire ça, mais... Tu mens. Élodie ne t'a jamais dit ça. D'ailleurs, pourquoi elle ne me rappelle pas si elle s'inquiète tant pour moi? Marc a détourné le regard. Elle a peur de vous contrarier. Elle sait que vous n'acceptez pas vos difficultés. Plus il parlait, plus je sentais que quelque chose ne collait pas dans son histoire. Élodie m'avait toujours parlé franchement.
Si elle avait remarqué des problèmes de mémoire, elle me l'aurait dit gentiment, directement, pas dans le dos. Je veux parler à Élodie, tout de suite. Papa, il est 21h30. Je veux lui parler. Appelle-la. Elle ne répondra pas. Je vous ai dit qu'elle traversait une période difficile. Alors emmène-moi chez elle. Papa, vous n'êtes pas en état de sortir du centre. Marc, soit tu m'emmènes voir Élodie, soit je sors d'ici à pied et j'y vais en bus. J'avais 79 ans, mais quand je prenais cette voie-là, Marc savait qu'il valait mieux ne pas insister. C'était la même voie que j'avais utilisée quand il était adolescent et qu'il rentrait bourré à 2h du matin. Il a fini par accepter, mais à condition que ce soit rapide. Élodie a besoin de repos, a-t-il répété. Le trajet jusqu'à Poissy s'est fait dans un silence tendu. Marc conduisait nerveusement, vérifiait sans cesse son téléphone portable au feu rouge. Moi, je regardais défiler le paysage en me disant que quelque chose d'important m'échappait. L'appartement d'Élodie était dans un petit immeuble des années 80, au 2e étage. Quand nous avons sonné, personne n'a répondu. Marc a insisté que c'était normal, qu'elle dormait peut-être. Elle travaille en service de nuit en ce moment, a-t-il expliqué. Mais sa voiture n'était pas sur le parking. Et quand j'ai regardé par la fenêtre du hall d'entrée, j'ai vu que ses volets étaient fermés depuis longtemps. De la poussière s'accumulait sur le rebord. Depuis quand elle fait les nuits? Depuis 15 jours environ. Marc, sa voiture n'est pas là. Et regarde ses volets. Ça fait des semaines qu'ils sont fermés. Papa, vous tirez des conclusions hâtives. Où est ma petite fille, Marc? Il a fini par avouer qu'Élodie était partie en formation à Lyon pour 3 mois. Mais pourquoi ne m'avait-il pas dit la vérité? Pourquoi tout ce mystère autour de ses problèmes sentimentaux? Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez, a-t-il murmuré. Le voyage de retour au centre s'est fait dans un silence de plomb. Quelque chose se cassait entre nous, quelque chose d'irréparable. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Allongé dans mon lit, je repensais à tous les détails bizarres de ces dernières semaines. L'insistance de Marc pour prolonger mon séjour. Ses mensonges sur l'état de santé d'Élodie. Sa nervosité quand j'avais parlé de rentrer, et maintenant cette histoire d'appartement pour seniors qu'il avait sorti de nulle part. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. J'ai dit au docteur Moreau que je quittais le centre dans la journée, avec ou sans l'accord de mon fils. J'ai appelé un taxi et j'ai fait mes bagages. Quand Marc a débarqué, paniqué, vers 11h, j'étais déjà prêt à partir. « Papa, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas en état. Je suis en parfaite santé, Marc. Tous les examens le prouvent. Je rentre chez moi, point final. Papa, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Pendant 1 mois, tu m'as menti sur l'état d'Élodie. Tu as essayé de me convaincre que je perdais la mémoire. Tu cherches à me déraciner de ma maison. Je ne sais pas quel est ton petit jeu, mais ça s'arrête aujourd'hui. Le taxi est arrivé à midi pile. En montant dedans, j'ai vu Marc qui restait planté devant l'entrée du centre, livide. Le trajet jusqu'à Conflans-Sainte-Honorine m'a paru interminable. J'avais hâte de retrouver ma maison, mes habitudes, mes repères. Mais j'appréhendais aussi la confrontation qui m'attendait. Parce que maintenant, j'en étais sûr. Marc me cachait quelque chose d'important. Le taxi s'est arrêté devant ma grille. J'ai payé la course et j'ai pris ma valise. Ma belle maison était là, intacte en apparence, mais quelque chose clochait. Les volets étaient fermés. Je ne fermais jamais les volets en journée. Et la boîte aux lettres débordait de courriers. Je me suis approché de la porte d'entrée et j'ai cherché mes clés dans ma poche. Puis je me suis souvenu que Marc avait dit les avoir mises dans le tiroir de ma commode. J'ai essayé d'ouvrir avec le double que je gardais toujours sur moi. La clé ne rentrait pas dans la serrure. J'ai regardé plus attentivement. Ce n'était plus la même serrure. Une serrure neuve, différente, que je n'avais jamais vue. Mon fils avait changé les serrures de ma propre maison. Je suis resté là, debout devant ma porte, avec ma valise à la main et cette clé inutile entre les doigts. Pour la première fois depuis la mort de Marguerite, j'ai eu envie de pleurer. Je suis resté là, devant ma propre porte, comme un étranger dans ma propre vie.
Cette serrure neuve me narguait. Marc avait changé les serrures. Mon propre fils m'avait exclu de chez moi pendant que j'étais en convalescence. Mais pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette porte? J'ai fait le tour de la maison pour essayer les autres entrées. La porte de la cuisine, même chose, serrure changée. La porte de l'atelier, pareil. Toutes les serrures avaient été remplacées. C'était méthodique, prémédité. Cela ne s'improvise pas en une journée. Mes mains tremblaient de rage. 75 ans que je vivais, et jamais je ne m'étais senti aussi humilié. Mon propre enfant me traitait comme un intrus. J'ai essayé de regarder par les fenêtres, mais les volets étaient fermés de l'intérieur. Impossible de voir quoi que ce soit. Madame Petit, ma voisine, m'a aperçu depuis sa fenêtre. Elle est sortie dans son jardin, l'air gêné. « Monsieur Rochefort, vous êtes rentré? Votre fils nous avait dit que vous étiez parti définitivement en maison de repos. » Définitivement? Marc avait dit aux voisins que j'étais parti définitivement? Comment ça, définitivement? Eh bien, il a dit que votre état s'était dégradé, que vous ne reviendriez plus. C'est pour ça qu'il y a eu tous ces déménageurs la semaine dernière. Mon cœur s'est arrêté. Quels déménageurs? Ils ont vidé votre maison, monsieur Rochefort. 2 gros camions. Ils ont sorti tous vos meubles, vos affaires. Marc supervisait tout. Il nous a dit que vous aviez décidé de tout vendre parce que vous ne reviendriez jamais. Le monde s'est écroulé autour de moi. Mes meubles que j'avais fabriqués moi-même. La commode de Marguerite, le buffet en chêne massif de la salle à manger, la table où nous prenions nos repas depuis 40 ans, l'armoire de notre chambre où pendaient encore les robes de ma femme. Tout? Ils ont tout pris? Je suis désolé, monsieur Rochefort. Nous pensions que vous étiez d'accord. Votre fils avait l'air de si bien s'occuper de tout. J'ai dû m'asseoir sur le muret de mon jardin. Mes jambes ne me portaient plus. Marc avait vidé ma maison. Il avait vendu tous mes souvenirs pendant que j'étais enfermé dans ce centre, persuadé que j'allais bientôt rentrer chez moi. Madame Petit, vous vous souvenez quand exactement? Il y a eu plusieurs passages. La première fois, c'était il y a 3 semaines environ. Puis ils sont revenus 2 fois. La dernière fois, c'était mardi dernier. Ils ont même pris vos outils de l'atelier. Mes outils, 60 ans de métier. Mes rabots, mes ciseaux à bois, mes scies. Certains appartenaient à mon père, menuisier comme moi. D'autres, je les avais achetés avec mes premiers salaires d'apprenti en 1962. Marc les avait vendus comme de vulgaires objets d'occasion. Ils ont dit où tout ça partait? Aux enchères, je crois. Votre fils parlait d'une salle des ventes à Versailles. Versailles. Bien sûr. Marc connaissait tout le monde dans l'immobilier là-bas. Il avait dû organiser la vente aux enchères de mes affaires comme s'il vendait n'importe quelle succession. J'ai remercié Madame Petit et je suis reparti devant ma porte. Comment entrer? J'avais 2 solutions, casser une fenêtre ou appeler un serrurier. Mais si je faisais venir un serrurier, il me demanderait des papiers pour prouver que j'étais bien chez moi. Et si Marc avait été aussi méticuleux pour le reste que pour les serrures, il avait peut-être pris d'autres précautions. J'ai décidé d'aller directement au commissariat de Conflans. Mieux valait régulariser la situation tout de suite. Le brigadier chef Dubois me connaissait depuis des années. C'était lui qui était venu quand on nous avait cambriolé notre garage en 2018. Un homme correct, proche de la retraite. « Monsieur Rochefort, on ne vous voit plus. Comment allez-vous » ? « Pas très bien, brigadier chef. J'ai un problème avec mon fils. Il a changé les serrures de ma maison pendant que j'étais en convalescence et il a vendu tous mes meubles sans mon autorisation. » Dubois a froncé les sourcils. « C'est grave ce que vous me dites là. Vous portez plainte ?» Je ne sais pas encore. D'abord, j'aimerais comprendre. Et j'aimerais récupérer l'accès à mon domicile. Vous avez des papiers qui prouvent que vous êtes propriétaire? C'est là que j'ai réalisé mon premier problème. Mes papiers étaient dans la maison. Carte d'identité, acte de propriété, tout était dans le secrétaire du salon. Je n'avais sur moi que ma carte vitale et ma carte de crédit. Tout est dans la maison, brigadier chef. Marc m'a emmené d'urgence au centre de convalescence après ma chute. Je n'ai pris que quelques vêtements. C'est embêtant. Sans preuve de propriété,
Je ne peux pas vous accompagner pour forcer l'entrée. Votre fils pourrait dire que vous n'habitez plus là, que vous souffrez de confusion mentale. Confusion mentale. Les mots de Marc au centre. Il avait préparé le terrain. Si je me pointais en disant que mon fils m'avait volé ma maison, on penserait que j'étais un vieil homme sénile qui ne se souvenait plus de rien. Mais enfin, vous me connaissez, brigadier chef. Ça fait 20 ans qu'on se croise au marché le samedi matin. Bien sûr, monsieur Rochefort, mais j'ai besoin de preuves officielles. Si votre fils a organisé votre départ vers une maison de repos et la vente de vos biens avec votre accord, même verbal, c'est légal. Mais je n'ai jamais donné mon accord, jamais. Je vous crois, monsieur Rochefort, mais il faut le prouver. Vous avez un avocat? Un avocat. Avec quel argent? Ma retraite me permettait de vivre correctement, mais pas de payer des honoraires d'avocat parisien. Et encore une fois, tous mes documents bancaires étaient dans la maison. Écoutez, brigadier chef, vous ne pourriez pas au moins m'accompagner pour constater l'état des lieux? Juste pour avoir un procès verbal officiel? Dubois a réfléchi. D'accord, mais je ne force rien. On va juste regarder et constater. Et j'appelle votre fils pour qu'il soit présent. Non, pas lui. Si, monsieur Rochefort, c'est la procédure. S'il y a litige familial, toutes les parties doivent être présentes. 1 heure plus tard, nous étions devant ma maison. Marc était arrivé le premier, l'air sombre. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux en me serrant la main. « Bonjour, papa, brigadier chef. Monsieur Rochefort, fils, votre père souhaite récupérer l'accès à son domicile. Pouvez-vous nous expliquer la situation ?» Marc a pris cette expression de tristesse contrôlée qu'il maîtrisait si bien. « Brigadier chef, mon père souffre malheureusement de troubles cognitifs liés à son âge. Il a accepté de s'installer définitivement au centre Les Tilleuls après sa chute. C'était sa décision. J'ai organisé le déménagement de ses affaires conformément à sa volonté. C'est faux, ai-je explosé. Jamais je n'ai dit que je voulais partir définitivement. Papa, vous ne vous souvenez peut-être plus, mais vous m'avez dit textuellement « Cette maison est trop grande pour moi maintenant, il faut que j'accepte de vieillir. » C'était il y a 3 semaines. Mensonge. Mensonge absolu. Jamais ces mots n'étaient assortis de ma bouche. Marc, tu mens. Papa, vos troubles de mémoire sont documentés dans votre dossier médical. Le docteur Moreau pourra le confirmer. Le docteur Moreau? Qu'est-ce qu'il avait pu raconter à Marc? Et qu'est-ce que Marc avait pu lui faire croire sur mon état mental? Brigadier chef, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui souffre de troubles cognitifs? Je me souviens de tout. Je sais exactement où j'ai mis chaque objet dans cette maison. Je peux vous dire ce qu'il y avait dans chaque tiroir. Dubois nous regardait l'un et l'autre, perplexes. Monsieur Rochefort, fils, vous acceptez d'ouvrir la maison pour que votre père puisse constater l'état des lieux? Marc a hésité. C'est que les lieux ne sont pas en état d'être visités. Comment ça? J'ai commencé quelques travaux de rénovation avant de mettre la maison en vente. Il y a de la poussière, des outils qui traînent. Ce ne serait pas prudent pour mon père, vu son âge. En vente. Il avait dit « mettre la maison en vente », comme si c'était la chose la plus normale du monde. Tu veux vendre ma maison? Papa, ce n'est plus votre maison. Vous habitez au Tilleul maintenant. Cette maison est trop grande, trop chère à entretenir. Le produit de la vente servira à payer votre hébergement. Mais cette maison m'appartient. C'est moi qui l'ai construite. C'est moi qui paye les impôts fonciers. Papa, nous avons signé une procuration l'année dernière. Vous m'avez donné tous les pouvoirs pour gérer vos biens. Une procuration? Je ne me souvenais d'aucune procuration. Quelle procuration? Celle que vous avez signée chez Maître Lecomte en octobre dernier. Après la mort de maman, vous m'aviez dit que vous ne vouliez plus vous occuper de la paperasserie. Octobre dernier. J'essayais de me souvenir. C'était effectivement une période difficile. Le premier anniversaire de la mort de Marguerite. J'étais déprimé, fatigué. Marc m'avait effectivement proposé de l'aider pour les démarches administratives. On était allé voir Maître Lecomte pour la succession de maman. Ai-je dit lentement. Tu m'avais dit que c'était juste pour simplifier les démarches bancaires. C'était une procuration générale, papa. Vous étiez d'accord?
Une procuration générale. Cela voulait dire qu'il pouvait tout faire en mon nom. Vendre ma maison, vider mes comptes, prendre toutes les décisions qu'il voulait. Et moi, comme un imbécile, j'avais signé en faisant confiance à mon fils. Dubois sentait bien que la situation lui échappait. « Messieurs, je ne peux pas trancher un litige juridique de ce niveau. Monsieur Rochefort père, si vous contestez cette procuration, il faut voir avec un avocat. Brigadier chef, on ne pourrait pas au moins entrer pour que je récupère quelques affaires personnelles, mes papiers, mes médicaments. » Marc s'est interposé. « Papa, vos médicaments sont au centre, et vos papiers sont en sécurité chez moi. Il n'y a plus rien dans cette maison. » Plus rien. Il avait dit « plus rien » avec un détachement qui m'a transpercé le cœur. 43 ans de vie commune avec Marguerite, et pour lui, il n'y avait plus rien. « J'aimerais voir », ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas. « Papa, j'aimerais voir. » Dubois a regardé Marc. « Monsieur, si votre père veut juste constater l'état des lieux, je ne vois pas d'objection. C'est sa maison après tout, procuration ou pas. » Marc a fini par céder, mais j'ai vu qu'il transpirait stormément. Pourquoi était-il si nerveux si tout était régulier? Il a sorti un trousseau de clés flambant neuves et a ouvert la porte d'entrée. L'odeur m'a frappé en premier. Une odeur de vide, de poussière, d'abandon. Puis j'ai vu. Ma maison était complètement vide, pas seulement les meubles. Tout. Les tableaux avaient disparu des murs. Les rideaux que Marguerite avait cousus elle-même. Les tapis persans que nous avions rapportés de voyage. Même les lustres avaient été démontés. Il ne restait que les fils électriques qui pendaient au plafond. Je suis entré dans le salon. Les murs étaient nus, marqués par les rectangles plus clairs, là où étaient accrochées nos photos de famille. Le parquet était rayé par le passage des déménageurs. Dans un coin, quelques cartons étiquetés à jeter. « Mon Dieu, Marc, qu'est-ce que tu as fait? »« Papa, je vous avais dit qu'on avait tout déménagé. Je suis monté à l'étage. Notre chambre était vide. L'armoire où pendaient encore les robes de Marguerite avait disparu. Seules restaient les marques sur le mur où elle était fixée. Dans un des cartons, j'ai trouvé quelques photos froissées que les déménageurs avaient laissées traîner. Notre mariage, les premiers pas d'Élodie, des Noëls d'autrefois. Tu as vendu les photos de maman? Papa, j'ai gardé l'essentiel. Le reste, c'était encombrant. Encombrant. Notre vie était encombrante. Je suis descendu à l'atelier. Là, j'ai eu un coup au cœur. Mon établi avait disparu. Celui que j'avais construit de mes mains en 1968 avec mon premier salaire d'artisan. Mes outils, mes projets en cours, mes plans dessinés à la main, tout avait disparu. Mes outils, Marc. Tu as vendu les outils de grand-père aussi. Ils ne servaient plus à personne, papa. Ils ne servaient plus. Cette phrase résonnait dans ma tête comme une sentence. À ses yeux, j'étais fini. Mes mains, mon savoir-faire, mes 60 ans de métier ne servaient plus. Dans un coin de l'atelier, j'ai trouvé le carton le plus douloureux. À l'intérieur, pêle-mêle, les dernières affaires que Marc avait jugées sans valeur. La montre en or de mon père. L'alliance de Marguerite que je gardais dans un petit écrin sur ma table de nuit. Quelques lettres d'amour que nous nous étions écrites pendant mes années de service militaire. Tu allais jeter l'alliance de maman? Marc a regardé ailleurs. J'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Que les sentiments de tes parents, ça se jetait à la poubelle? Papa, vous dramatisez. Je gardais tout ça pour vous le donner plus tard. Plus tard. Après ma mort, sans doute. Dubois prenait des notes sur son carnet. Je voyais bien qu'il était mal à l'aise. Cette famille qui se déchirait, ce vieil homme humilié, cette maison vidée de son âme, tout ça le dépassait. Monsieur Rochefort, fils, vous avez les factures de cette vente aux enchères? Oui, bien sûr. Tout est archivé. Et l'argent de la vente? Il est sur un compte bloqué au nom de mon père, pour payer son hébergement au tilleul. Papa ne pourrait pas gérer ses propres finances? Malheureusement, à cause de ses troubles cognitifs, ce ne serait pas prudent. Troubles cognitifs. Il répétait cette expression comme un mantra. C'était sa défense, son alibi pour tout.
Je souffrais de troubles cognitifs, donc il était normal qu'il prenne ma vie en main. Sauf que j'étais là, debout devant lui, parfaitement lucide, et j'assistais au pillage méthodique de mon existence. Brigadier chef, combien vaut cette maison, à votre avis? Dubois a regardé autour de lui. Dans ce quartier, en bon état, entre 350 et 400 000 euros, je dirais. 400 000 euros. L'héritage que Marc s'apprêtait à empocher en m'enterrant vivant dans une maison de retraite. Et combien coûte le centre Les Tilleuls par mois? 3 500 euros, a répondu Marc rapidement. 3 500 fois 12 mois, ça faisait 42 000 euros par an. Avec 400 000 euros, Marc pouvait me garder au Tilleul pendant 10 ans. Largement assez pour que je meure de vieillesse ou de chagrin entre ces murs. Nous sommes ressortis de la maison. Dubois a refermé son carnet. Messieurs, c'est un dossier complexe. Monsieur Rochefort père, si vous souhaitez contester cette situation, il faut absolument voir un avocat. En attendant, monsieur Rochefort fils, je vous conseille fortement de ne rien vendre d'autre, surtout pas la maison. Bien entendu, brigadier chef. Mais j'ai vu Marc jeter un coup d'œil nerveux à sa montre. Quelque chose me disait qu'il était pressé de nous voir partir. Après le départ de Dubois, nous nous sommes retrouvés seuls, Marc et moi, devant cette maison que j'avais construite et qu'il avait vidée. Papa, il faut qu'on parle sérieusement. Ah, maintenant tu veux parler? Après avoir vendu ma vie aux enchères? Papa, je n'ai fait que ce que j'ai cru être le mieux pour vous. Le mieux pour moi? Marc, regarde-moi dans les yeux et redis-moi que vider ma maison pendant que j'étais en convalescence, c'était le mieux pour moi. Il n'a pas pu soutenir mon regard. Vous n'étiez plus capable de vous en occuper. Qui t'a dit ça? Qui? Papa, vous aviez 79 ans. Vous étiez tombé de cette échelle. Une chute. Une seule chute en 79 ans de vie. Et ça justifiait de me voler toute mon existence. Je ne vous ai rien volé. J'ai géré vos biens. Mes biens? Marc, tu as vendu l'établi de ton grand-père. Tu as jeté les robes de ta mère. Tu as bradé 60 ans de ma vie d'artisan comme si c'était des déchets. Il a commencé à s'énerver et j'ai enfin vu apparaître le vrai Marc. Celui qui se cachait derrière les bonnes intentions. Papa, vous vouliez quoi? Mourir seul dans cette baraque en tombant dans l'escalier? Que je retrouve votre cadavre 3 jours plus tard parce que vous êtes trop fier pour accepter l'aide? Je voulais finir ma vie chez moi, dans ma maison, avec mes souvenirs. Vos souvenirs, papa, vos souvenirs. C'était du bric-à-brac qui prenait la poussière. Maman est morte, elle ne reviendra pas. Et vous vous accrochiez à cette maison comme un naufragé à son épave. Cette phrase m'a fait l'effet d'une gifle. Marguerite était morte, certes, mais cette maison était tout ce qui me restait d'elle, son parfum dans les placards, ses livres sur les étagères, sa façon d'arranger les coussins du canapé. Marc avait tout effacé. Cette maison, c'était ma vie avec ta mère. Papa, votre vie avec maman, c'est dans votre cœur, pas dans des vieilles planches. Tu ne comprends rien, Marc. Tu n'as jamais rien compris. Ce que je comprends, c'est que j'ai un père de 79 ans qui refuse de vieillir, qui s'accroche à des chimères, qui préfère jouer au héros solitaire plutôt que d'accepter qu'on s'occupe de lui. T'occuper de moi, en me volant ma maison. Je ne vous ai pas volé. J'ai pris mes responsabilités. Parce que vous n'étiez plus capable de les prendre. Cette accusation m'a mis hors de moi. Marc, je gère ma vie depuis 79 ans. Je me suis occupé de ta mère quand elle était malade. Je t'ai élevé. J'ai payé tes études. J'ai construit cette famille de mes mains. Et toi, la première fois que je tombe d'une échelle, tu me traites comme un incapable. Papa, vous ne vous rendez même pas compte de votre état. Vous répétez les mêmes histoires, vous oubliez les prénoms. Vous cherchez vos clés pendant des heures. C'est faux, c'est vrai. Élodie me l'a confirmé. Élodie n'est jamais venue me voir ces derniers mois. Tu l'as empêchée de venir. Papa, tu l'as empêchée de venir parce que tu savais qu'elle ne serait jamais d'accord avec ce que tu faisais. Élodie m'aime. Elle n'aurait jamais accepté que tu vides ma maison. Marc est devenu livide. Papa, Élodie est d'accord avec moi.
Elle trouve que c'est mieux pour vous. Alors pourquoi elle ne vient pas me le dire en face? Elle a peur de vous faire de la peine. Emmène-moi la voir. Maintenant. Elle est à Lyon, je vous l'ai dit. Donne-moi son numéro de là-bas. Je ne l'ai pas. Tu n'as pas le numéro de ta propre fille? Marc s'embrouillait dans ses mensonges. J'ai compris à cet instant qu'Élodie ne savait rien de ce qu'il faisait. Il l'avait peut-être même menacée ou manipulée pour qu'elle ne me contacte pas. Marc, où est ma petite fille? Je vous l'ai dit, en formation à Lyon. Dans quel hôpital? Je ne me souviens plus du nom. Tu ne te souviens pas du nom de l'hôpital où travaille ta fille? Il a regardé sa montre encore une fois. Papa, il faut que j'y aille. On reprendra cette conversation plus tard. Non, on finit maintenant. Tu me dis où est Élodie et tu me donnes un double des clés. Papa, vous n'avez plus rien à faire ici. Cette maison sera vendue dans 15 jours. Vendue dans 15 jours. Il avait déjà trouvé un acquéreur. À qui? À une famille avec des enfants. Des gens qui sauront lui redonner vie. Redonner vie. Comme si ma présence avait tué cette maison. Marc, cette maison ne se vendra pas. Papa, vous n'avez pas le choix. J'ai tous les papiers. La procuration est légale. On verra. Papa, ne vous fatiguez pas. Tout est signé. C'est à ce moment-là qu'il a fait son erreur. Il a sorti de sa poche une pochette en plastique avec des documents. J'ai reconnu l'entête du notaire de Versailles. Tu as déjà signé la vente? L'avant-contrat, oui. La signature définitive a lieu mardi prochain. Mardi prochain, dans 5 jours. Combien? Papa, ça ne vous regarde plus. Combien, Marc? 380 000 euros. 80 000 euros de moins que l'estimation de Dubois. Marc bradait ma maison. Soit il était pressé, soit il avait arrangé le coup avec l'acheteur. C'est trop peu. Papa, le marché est difficile en ce moment. Menteur. Le marché immobilier était excellent à Conflans. Marc empochait ma maison à prix cassé pour une raison que j'allais découvrir. Il est parti en me laissant seul devant ma propre maison. J'ai essayé encore une fois d'entrer, sans succès. J'ai fait le tour du propriétaire en regardant chaque fenêtre, chaque détail que j'avais construit autrefois avec tant de fierté. C'est là que Madame Petit m'a rejoint. Monsieur Rochefort, vous avez pu récupérer vos affaires? Non, Madame Petit. Mon fils a tout vendu. Tout? Même vos outils? Tout. Elle a secoué la tête, désolée. Écoutez, si ça peut vous aider, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Elle m'a emmené chez elle et m'a montré une enveloppe Kraft. Votre fils a jeté ça dans sa voiture l'autre jour. Ça s'est envolé et c'est tombé dans mon jardin. Je me suis dit que c'était peut-être important. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre du notaire et une photocopie d'un document que je n'avais pas vu depuis longtemps. L'acte de propriété original de ma maison, celui de 1967. En lisant attentivement, j'ai découvert quelque chose que j'avais complètement oublié. À l'époque, pour bénéficier d'un prêt avantageux de la Caisse des dépôts, j'avais accepté une clause particulière. La maison ne pouvait être vendue sans l'accord écrit de l'organisme prêteur pendant 60 ans. 60 ans. Nous étions en 2024. La clause était encore valable pendant 3 ans. Marc ne pouvait pas vendre ma maison. Juridiquement, c'était impossible. Il le savait. C'est pour ça qu'il était si nerveux. Il essayait de vendre une maison qu'il n'avait pas le droit de vendre en espérant que personne ne s'en apercevrait. J'ai remercié Madame Petit et j'ai pris le bus jusqu'au centre-ville de Conflans. Il me fallait un avocat, un vrai. Maître Dubois, aucun lien avec le brigadier-chef, avait un cabinet rue de la République, un homme d'une 50aine d'années, spécialisé en droit de la famille. Monsieur Rochefort, votre situation est effectivement très préoccupante. Cette procuration que vous avez signée est valable, mais elle ne donne pas à votre fils le droit de disposer de vos biens contre votre volonté expresse. Il dit que j'ai des troubles cognitifs. Avez-vous passé une expertise médicale récente? Il y a une semaine au centre Les Tilleuls. Tous les examens étaient normaux. Alors nous avons une base solide.
Et cette clause d'inaliénabilité change tout. Votre fils ne peut pas vendre cette maison, procuration ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Référé d'urgence. Je demande la suspension immédiate de la vente et votre remise en possession des clés. Avec cette clause, c'est du tout cuit. Combien ça va coûter? 2000 € de provision. Mais ne vous inquiétez pas, nous demanderons le remboursement à votre fils au titre des dommages-intérêts. 2000 €. Toutes mes économies liquides. Mais je n'avais pas le choix. Maître, il y a autre chose. Je pense que mon fils a empêché ma petite fille de me voir. Peut-être même qu'il lui a menti sur mon état. Nous creurerons cela aussi. Si votre fils a organisé votre isolement de façon systématique, cela peut constituer une séquestration morale. Séquestration morale. Le terme était fort mais correspondait exactement à ce que j'avais vécu. Maître, cette procédure va prendre combien de temps? En référé? 48 heures maximum. La vente est prévue pour mardi. Nous aurons la décision de justice lundi au plus tard. Lundi, dans 3 jours. Il me restait 3 jours pour reprendre ma vie. Je suis ressorti du cabinet de Maître Dubois avec un espoir que je n'avais plus depuis des semaines. Marc avait fait une erreur, une grosse erreur. Il avait sous-estimé son vieux père. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'il me restait une dernière surprise à découvrir, la plus douloureuse de toutes. Le vendredi soir, j'ai reçu un appel qui a tout changé. C'était Élodie, ma petite fille que je n'avais pas entendue depuis 2 mois. Sa voix tremblait. « Grand-papa, c'est moi, Élodie, ma chérie. Où étais-tu passé? Ton père m'a dit que tu étais en formation à Lyon, mais... » Grand-papa, je ne suis jamais parti à Lyon. Papa m'a interdit de vous voir. Mon cœur s'est arrêté. Comment ça, interdit? Il m'a dit que vous étiez devenu agressif, que vous ne me reconnaissiez plus, que les médecins recommandaient d'éviter toute visite pour ne pas vous perturber. Élodie, regarde-moi, je te parle. Est-ce que j'ai l'air de ne pas te reconnaître? J'entendais qu'elle pleurait au bout du fil. Grand-papa, je viens d'apprendre pour la maison. Une collègue de l'hôpital m'a dit qu'elle avait vu papa superviser un déménagement chez vous. Je n'y comprenais rien, alors j'ai appelé papa. Il m'a tout avoué. Qu'est-ce qu'il t'a avoué exactement? Que vous étiez au Tilleul définitivement. Que vous aviez vendu tous vos meubles. Que la maison allait être vendue mardi. Grand-papa, c'est vrai? Vous avez vraiment décidé tout ça? Non, ma chérie. Jamais. Ton père a fait tout ça dans mon dos pendant que j'étais en convalescence. Je le savais. Je savais que quelque chose clochait. Papa qui m'interdit de vous voir, c'était déjà bizarre. Mais vous qui vendez la maison de grand-maman sans me prévenir? Impossible. Élodie, où es-tu maintenant? À Poissy, dans mon appartement. Papa croit que je suis de garde cette nuit, mais j'ai échangé avec une collègue. Grand-papa, il faut qu'on se voie. Tout de suite. Viens me chercher au centre Les Tilleuls. Je t'expliquerai tout. 1 heure plus tard, Élodie arrivait dans le parking du centre. Quand elle m'a vu, elle s'est effondrée dans mes bras. Ma petite fille de 28 ans qui sanglotait comme quand elle avait 6 ans et qu'elle s'était écorché le genou. Grand-papa, pardonnez-moi. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais dû me douter que papa mentait. Ma chérie, tu n'y es pour rien. Ton père est très fort pour manipuler les gens. Je lui ai tout raconté. La chute, le centre, les mensonges de Marc, la découverte des serrures changées, la maison vidée, la procuration. Elle m'écoutait en serrant les poings. Grand-papa, papa a des dettes. Énormes. Quelles dettes? Son agence immobilière fait faillite. Il a investi dans des opérations douteuses l'année dernière. Il me demande de l'argent depuis des mois, mais moi, avec mon salaire d'infirmière. Tout s'éclairait. Marc n'avait pas voulu mon bien. Il voulait ma maison pour éponger ses dettes. Il t'a dit combien il devait? Plus de 200 000 €. Il risque la liquidation judiciaire. Et le divorce avec Sandrine aussi. Sandrine, sa 2e épouse. Je ne la connaissais pas bien,
mais elle semblait correcte. Si Marc divorçait, il devrait partager ses biens. Ma maison représentait sa seule chance de s'en sortir. Élodie, j'ai pris un avocat. On attaque en référé lundi matin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? D'abord, tu vas témoigner que tu n'as jamais remarqué de troubles de mémoire chez moi. Ensuite, tu vas m'aider à prouver que ton père m'a isolé volontairement. Grand-papa, j'ai gardé tous les messages qu'il m'a envoyés. Regardez. Elle m'a montré son téléphone. Des dizaines de SMS de Marc lui interdisant de me rendre visite. Papa va mal, évite de le voir. Les médecins déconseillent les visites. Il vaut mieux attendre qu'il aille mieux. Élodie, ces messages sont parfaits. Tu veux bien les imprimer pour l'avocat? Bien sûr. Mais grand-papa, il y a autre chose. Quelque chose de grave. Son visage s'était durci. Quoi donc? Papa a menti sur l'acheteur de la maison. Ce n'est pas une famille avec des enfants. Qui c'est alors? C'est Monsieur Bartoli, un promoteur de Versailles. Papa lui doit de l'argent. La vente de votre maison, c'est pour rembourser ses dettes de jeu. Dettes de jeu. Marc jouait. Cela expliquait tout. L'urgence, le prix bradé, le secret. Il devait de l'argent à des gens peu recommandables. Comment tu sais ça? Sandrine me l'a dit. Elle était désespérée. Elle va demander le divorce parce qu'elle ne supporte plus les mensonges de papa. Elle m'a dit que Monsieur Bartoli avait menacé papa, que s'il ne remboursait pas avant mardi, il y aurait des conséquences. Des conséquences. Marc était dans le pétrin jusqu'au cou. Élodie, Sandrine accepterait de témoigner? J'en suis sûr, elle en a assez de couvrir papa. Le week-end a passé dans une activité fébrile. Élodie a rassemblé tous les messages de Marc. Sandrine nous a rejoints dimanche et a confirmé tout ce qu'Élodie m'avait dit. Marc devait effectivement 200 000 € à Bartoli. L'homme était un usurier déguisé en promoteur. Monsieur Rochefort, m'a dit Sandrine. Marc est devenu fou ces derniers mois. Il ment du matin au soir. Il a hypothéqué notre appartement sans me le dire. Il a vidé notre compte épargne. Je ne peux plus vivre comme ça. Sandrine, vous saviez qu'il avait enfermé son père au centre pour voler sa maison? Non, jamais. Il m'avait dit que vous aviez décidé de vous installer définitivement au Tilleul parce que vous vous sentiez trop seul chez vous. Même sa femme, il lui mentait. Sandrine, voulez-vous témoigner devant le juge? Oui, j'en ai assez d'être complice de ces mensonges. Le lundi matin, nous étions tous les 4 devant le tribunal de Versailles. Moi, Élodie, Sandrine et Maître Dubois. Marc était venu avec son avocat, Maître Leroux, un homme sec qui avait l'air embarrassé par le dossier. Le juge des référés, Madame Moreau, a écouté nos arguments pendant 1 heure. Monsieur Rochefort-Fils, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez changé les serrures de la maison de votre père sans l'en informer? Madame la juge, mon père souffre de troubles cognitifs. C'était pour sa sécurité. Monsieur Rochefort-Fils, j'ai ici l'expertise médicale réalisée la semaine dernière au Tilleul. Tous les examens de votre père sont normaux. Où avez-vous vu des troubles cognitifs? Marc s'embrouillait. Son avocat lui murmurait des choses à l'oreille. Madame la juge, le docteur Moreau pourra vous confirmer. J'ai parlé au docteur Moreau ce matin même. Il m'a dit que votre père était en pleine possession de ses moyens intellectuels. Le piège se refermait. Marc avait menti au médecin aussi. Monsieur Rochefort-Fils, pourquoi avez-vous vendu les biens de votre père sans son accord exprès? Il m'avait donné procuration, Madame la juge. Cette procuration ne vous autorise pas à disposer des biens contre la volonté expresse du mandant. Surtout quand ce mandant est parfaitement lucide. Madame la juge, mon père ne se rend pas compte de son état. Monsieur Rochefort-Fils, votre père est assis à côté de moi. Il répond parfaitement à toutes mes questions. Il connaît la date, sait où il se trouve, se souvient de détails précis de sa vie. Arrêtez de prétendre qu'il est incapable. Puis Maître Dubois a joué sa carte maîtresse, la clause d'inaliénabilité. Madame la juge, cette maison ne peut juridiquement pas être vendue avant 2027. Voici l'acte de propriété original. Le juge a examiné le document. Monsieur Rochefort-Fils, étiez-vous au courant de cette clause? Marc était devenu livide. Son avocat lisait le document, incrédule.
Non, madame la juge. Mon père ne m'en avait jamais parlé. Donc vous vous apprêtiez à réaliser une vente juridiquement impossible? Nous pensions que cette clause était caduque. Elle est valable jusqu'en 2027. Maître Leroux, votre client risque gros s'il poursuit cette vente. Escroquerie, abus de confiance. L'avocat de Marc demandait déjà un report pour étudier le dossier. Mais le juge n'en avait pas fini. Monsieur Rochefort fils, j'ai également ces SMS que vous avez envoyés à votre fille pour l'empêcher de voir son grand-père. Pouvez-vous m'expliquer? Élodie avait remis tous les messages, noir sur blanc, les preuves de l'isolement organisé. Madame la juge, je ne voulais pas perturber mon père. Vous vouliez surtout éviter qu'un témoin lucide ne découvre votre petit manège. Puis ce fut le tour de Sandrine. Sa déposition a achevé Marc. Madame Rochefort, confirmez-vous que votre mari doit 200 000 € à monsieur Bartoli? Oui, madame la juge. Et que cette vente devait servir à rembourser ses dettes? Oui, madame la juge. Votre mari vous avait-il dit que son père s'opposait à cette vente? Non. Il m'avait fait croire que monsieur Rochefort était d'accord. Le juge a rendu sa décision immédiatement. Attendu que monsieur Rochefort père est en pleine possession de ses moyens intellectuels. Attendu que la vente projetée viole la clause d'inaliénabilité. Attendu qu'il y a détournement caractérisé de procuration. J'ordonne l'annulation immédiate de la vente et la remise des clés de la maison à monsieur Rochefort père dans les 24 heures. Nous avions gagné, mais Marc n'avait pas dit son dernier mot. En sortant du tribunal, il m'a rattrapé. « Papa, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Si j'annule cette vente, Bartoli va... » « Pas quoi, Marc? Il va s'en prendre à la famille, à Élodie peut-être. Chantage. Maintenant, il essayait de me faire peur. Marc, tu assumes tes conneries. Tu ne m'entraînes pas dans tes histoires de jeu. Papa, j'ai besoin de cet argent. Ma vie en dépend. Ta vie et la mienne, qu'est-ce que tu en fais? Tu m'enfermes dans une maison de retraite, tu vides ma maison, tu vends mes souvenirs et je devrais avoir pitié de toi. Papa, je suis votre fils. Justement, tu es mon fils et regarde ce que tu m'as fait. Il a essayé de pleurer, de jouer sur l'émotion. Mais c'était trop tard. Quelque chose s'était cassé définitivement entre nous. Le mardi matin, un huissier et 2 policiers ont accompagné Marc à la maison pour qu'il me remette les clés. Le notaire était là aussi pour constater l'annulation de la vente. J'ai ouvert la porte de ma maison vide et j'y suis entré. Marc était resté dehors, la tête basse. L'huissier a dressé un constat détaillé. Maison entièrement vidée. Dégradation due au déménagement. Valeur du mobilier vendu, environ 35 000 €. Monsieur Rochefort fils, vous devez restituer cette somme à votre père, a dit l'huissier. Je ne l'ai plus, a murmuré Marc. Tout a servi à payer les dettes. Mes meubles, mes souvenirs, ma vie. Tout avait servi à payer ses dettes de jeu. Les policiers et l'huissier sont repartis. Marc s'attardait, comme s'il voulait encore me dire quelque chose. Papa, Marc, va-t'en. Papa, va-t'en. Tu as eu ce que tu voulais. Tu m'as pris 4 mois de ma vie, tu as vendu mes souvenirs, tu as détruit cette famille. Maintenant, va-t'en. Papa, j'avais pas le choix. Ces gens-là, ils ne plaisantent pas. Tu avais le choix. Tu pouvais venir me voir, me demander de l'aide. Nous sommes une famille. Enfin, nous étions une famille. Papa, je peux revenir? Plus tard, quand les choses se seront tassées, j'ai regardé cette maison vide, ces murs nus, ces pièces qui résonnaient. 43 ans de bonheur avec Marguerite, effacés en quelques coups de camion. Non, Marc, c'est fini. Papa, j'ai 79 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais ce temps-là, je ne veux pas le passer à me demander si tu vas encore me mentir, me voler, me trahir. Papa, je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me rejeter. Mon fils est mort le jour où il a changé les serrures de cette maison. Marc est parti en pleurant. Je ne l'ai jamais revu. Les semaines suivantes ont été difficiles. Racheter des meubles à 79 ans, réapprendre à vivre dans une maison fantôme, retrouver des habitudes,
dans des pièces qui avaient perdu leur âme. Élodie venait tous les week-ends. Elle m'aidait à remonter la maison petit à petit. Nous avons racheté un canapé, une table, quelques chaises, pas pareil qu'avant, mais fonctionnel. Grand-papa, vous ne regrettez pas? Me demandait-elle parfois. Quoi donc? D'avoir été si dur avec papa. Élodie, ton père m'a volé 4 mois de ma vie. Il a vendu l'alliance de ta grand-mère. Il t'a menti pendant des semaines. Il m'a traité comme un déchet encombrant. Non, je ne regrette rien. Mais c'est votre fils. Les liens du sang ne justifient pas tout, ma chérie. Parfois, il faut savoir dire stop. Un soir de décembre, Élodie m'a annoncé une nouvelle qui m'a fait plaisir. Grand-papa, Sandrine a divorcé de papa. Et elle veut vous rencontrer. Pourquoi? Elle s'en veut terriblement de ne pas avoir vu ce qu'il faisait. Elle aimerait vous présenter ses excuses. Sandrine est venue un dimanche. Une femme de 45 ans, infirmière comme Élodie, qui avait l'air profondément marquée par ces événements. Monsieur Rochefort, je vous demande pardon. Si j'avais su ce que Marc vous faisait... Sandrine, vous n'y êtes pour rien. Marc nous a tous trompés. J'aurais dû me douter de quelque chose quand il m'interdisait de vous rendre visite. Il disait toujours que vous étiez trop fatigué ou que les médecins ne voulaient pas. Il est très fort pour mentir. Monsieur Rochefort, je voulais vous dire, j'ai récupéré quelques affaires que Marc avait cachées chez nous. Des photos, quelques objets de votre femme. Je vous les rapporte. Elle m'a tendu un carton. À l'intérieur, j'ai trouvé des trésors que je croyais perdus à jamais. L'album de notre voyage de noces à Venise. Le collier de perles que Marguerite portait le jour de notre mariage. La montre de mon père que Marc avait oublié de vendre. Sandrine, comment je peux vous remercier? En ne m'en voulant pas de n'avoir rien vu. Sandrine, nous avons tous été aveugles. L'important, c'est qu'aujourd'hui on y voit clair. Elle m'a raconté la suite. Marc avait effectivement eu des problèmes avec Bartoli. Il avait dû vendre son agence pour rembourser une partie des dettes. Il vivait maintenant dans un studio à Mantes-la-Jolie et travaillait comme commercial dans une autre agence. Il ne va pas bien du tout, m'a dit Sandrine. Il boit, il a maigri, il parle souvent de vous. Qu'est-ce qu'il dit? Que vous lui manquez, qu'il regrette, qu'il aimerait revenir en arrière, revenir en arrière. Si seulement c'était possible. Sandrine, dites-lui que je ne lui souhaite pas de mal, mais que c'est fini entre nous. Vous ne pourrez jamais lui pardonner? J'ai 79 ans, Sandrine. À cet âge-là, on n'a plus le temps de pardonner certaines choses. Le printemps suivant, j'ai appris par Élodie que Marc avait eu un accident de voiture. Rien de grave, mais il avait bu. Il était devenu alcoolique. Grand-papa, il faudrait peut-être... Non, Élodie, ne me demande pas d'aller le voir. Je ne peux pas. Mais si jamais il lui arrive quelque chose de grave... Élodie, ton père a choisi sa voie le jour où il a changé mes serrures. Je ne suis plus responsable de ses choix. Cette conversation m'a troublé pendant des semaines. Avais-je été trop dur? Avais-je condamné mon propre fils? Puis un jour, en rangeant des papiers, je suis retombé sur la facture de la salle des ventes de Versailles. La liste de tout ce que Marc avait vendu, l'établi de mon père, 150 €. Le buffet de Marguerite, 300 €. Nos photos de famille, 20 € le lot. 20 € le lot pour 40 ans de photos de famille. Non, je n'avais pas été trop dur. Aujourd'hui, je vis seul dans ma maison à moitié vide. Élodie vient tous les dimanches. Sandrine passe de temps en temps. J'ai retrouvé une forme de paix. Parfois, des voisins me demandent des nouvelles de Marc. Je dis simplement qu'il vit sa vie ailleurs, il n'insiste pas. Dans un petit quartier comme le nôtre, les histoires de famille se devinent plus qu'elles ne s'expliquent. Il y a 3 semaines, Élodie m'a dit que Marc voulait me voir, qu'il avait arrêté de boire, qu'il avait trouvé un nouveau travail, qu'il regrettait sincèrement. Grand-papa, peut-être que vous pourriez au moins lui parler au téléphone. Élodie, regarde autour de toi. Tu vois cette maison vide? Tu te souviens de l'alliance de ta grand-mère dans la poubelle? Du mensonge sur tes prétendus problèmes sentimentaux? De ces 4 mois où j'ai cru mourir de solitude au tilleul? Je sais, grand-papa.
Mais c'est votre fils, mon fils. C'est le petit garçon qui m'aidait dans l'atelier le dimanche matin, qui était fier de dire à ses copains que son papa était menuisier, qui pleurait quand je me blessais avec mes outils. Celui-là, il a disparu quelque part entre ses dettes de jeu et sa cupidité. Vous ne croyez pas qu'il peut revenir? À 79 ans, Élodie, on apprend que certaines blessures ne guérissent jamais et que certaines trahisons ne se pardonnent pas. Ce soir, il pleut sur Conflans-Sainte-Honorine. Je regarde tomber l'eau sur les carreaux de ma cuisine. Dans quelques mois, j'aurai 80 ans. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais chaque jour que je passe dans ma maison retrouvée est une victoire sur mon fils. Marc a changé les serrures, mais il a oublié que les murs d'une maison n'appartiennent qu'à celui qui en a posé la première pierre. Cette maison, c'est mon sang, ma sueur, mes espoirs de jeune homme. Elle me survivra peut-être, mais elle restera imprégnée de ce que j'y ai construit avec Marguerite. Je ne sais pas si j'ai bien fait de rejeter Marc définitivement. Parfois, la nuit, je me demande si un père a le droit de renier son enfant. Puis je repense à cette serrure neuve, à cette maison vidée, à ces 4 mois de mensonges. Et je me dis que parfois, la dignité vaut plus cher que l'amour. Élodie me dit souvent que je devrais écrire mes mémoires, que mon histoire pourrait servir à d'autres personnes âgées qui vivent la même chose. Elle a peut-être raison. Combien sommes-nous, vieux parents, abusés par nos propres enfants? Combien acceptent l'inacceptable par amour familial? Moi, j'ai choisi de me battre. J'ai choisi la solitude plutôt que l'humiliation. J'ai choisi de finir ma vie debout plutôt qu'à genoux. Demain, Élodie viendra déjeuner. Nous préparerons le rôti ensemble, comme avant. Elle me racontera ses petites histoires d'hôpital. Peut-être qu'elle me reparlera de Marc, de cette possibilité de réconciliation qui lui tient tant à cœur. Et moi, je lui redirai que non, que certaines fautes sont impardonnables, que la vieillesse n'oblige pas au pardon, qu'un homme a le droit de choisir comment il veut finir sa vie. Marc a voulu m'enterrer vivant. Aujourd'hui, c'est moi qui suis vivant, dans ma maison, avec ma dignité. Lui vit avec ses remords dans son studio de Mantes-la-Jolie. La justice est parfois lente, mais elle finit toujours par arriver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ai-je eu raison d'être si dur avec mon fils? Ou aurais-je dû pardonner au nom de l'amour familial? Dites-moi dans les commentaires. Votre avis compte pour moi, parce que cette histoire, même si elle fait mal à raconter, c'est ma vérité. Et parfois, dire sa vérité, c'est le seul moyen de continuer à vivre.